bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir à Toulouse Guy Dana pour son dernier ouvrage La fortune des deux hasards, et c'est sur la méthode en psychanalyse. Thème de travail que j'ai trouvé très original et assez rare. Hein, c'est rare de choisir ce sujet du hasard et de la question de l'addiction au jeu. Et dans le titre, la fortune, c'est un des deux noms du destin aussi. Aussi. Hein, voilà, je trouvais ça tout à fait intéressant. Tu parles de la première, de cette phrase de Freud disant: je crois au hasard externe, je ne crois pas au hasard interne. Ouais. Voilà. Mais les deux sont liés. Je dirais. Hein. Et les deux sont liés un petit peu comme l'envers et les doubles faces d'une bande de Mébus. Exactement. Hein, tout à fait, voilà. Et l'autre jour, il y a 10 jours, je présentais Catherine Muller pour son livre Freud et Napoléon. Et dans son livre, j'ai trouvé une belle phrase voilà, que je voulais t'amener de Freud dans sa lettre à Thomas Mann en 1936. Le hasard et la nécessité s'enchaînent toujours dans une vie. Voilà. C'est bien aussi. Voilà. Freud, tu nous dis dans le livre, avait fait une part belle au hasard et à la génétique. C'est-à-dire que Freud ne récuse pas d'autres causalités outre celle de l'inconscient. L'inconscient étant, disons, l'expérience majeure d'une analyse, mais en fait, il ne récuse pas la causalité génétique. Il le dit pour Léonard de Vinci. Tout à fait, oui. Il ne récuse pas la causalité, disons, qu'il appelle constitutionnelle, c'est plutôt la force des pulsions. Et il ne récuse pas le fait que s'il y a du hasard, enfin, son idée, je crois que c'est cette phrase emblématique, pour moi emblématique, c'est qu'il n'y a pas d'autre phrase, à ma connaissance, chez Freud, qui puisse lier aussi brièvement le cours d'une analyse, la méthode, c'est pour ça que c'est un essai aussi sur la méthode, et l'inconscient. Parce qu'en fait, une analyse, si elle ne touche pas l'inconscient, c'est pas de l'analyse. C'est-à-dire, la psychanalyse, c'est vraiment l'expérience de l'inconscient. Et donc, alors je crois au hasard extérieur, c'est en fait très proche, c'est une métaphore de la règle fondamentale, qui d'ailleurs, bon, quand les gens viennent nous voir et nous les accueillons, et nous les accueillons évidemment sans aucune réticence, ils disent ce qui vient. On pourrait dire qu'au fond, ils ne disent pas totalement par hasard. Donc, c'est sûr que la parole est toujours sous l'influence du grand autre, on peut dire. Bon. Mais c'est quand même le tout venant. Voilà, c'est le plus extravagant ou le plus anodin. Et ça, Freud ne s'y oppose absolument pas. Et il accueille. Et puis, après, il y a qu'il ne croit pas au hasard intérieur, mais parce que les patients, au fond, nous quittent, se lèvent et s'interrogent. Bon. Donc, c'est une éthique du questionnement que nous suscitons, que la règle elle-même suscite. Et il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre discipline. Enfin, je crois que là-dessus, on pourrait se mettre d'accord sur cette façon de faire, c'est-à-dire un accueil, une parole, un questionnement. Et ça peut durer un certain temps, parfois des années, et c'est comme ça. Bon. Après, on pourrait se demander s'il y a une fin, parce qu'on veut toujours réfléchir sur la fin, mais il n'y a pas forcément de fin, en ce sens que cette association entre le hasard qu'on accueille et le hasard qu'il n'y a pas, elle est sans fin, celle-là, cette association-là. Et c'est un adjuvant de l'analyse. Il y a le transfert, il y a la scansion des séances, il y a... Mais personne, je crois, enfin à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de travaux sur le hasard de Freud, qui en quelque sorte impulse aussi le travail analytique. Il l'impulse par cette association, cette proximité entre le hasard qu'il y a et le hasard qu'il n'y a pas.
Mhm. Tout à fait, oui. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai ensuite développé beaucoup de choses à partir de la phrase de Freud. Tout à fait. Tu questionnes, oui, la méthode de l'analyse, la finalité, avec des choses très belles, hein, Oui, comme sur la dimension éthique de l'analyse, qui est bien de sûr. rapatrier la causalité. Ça, c'est Je trouve ça très fondamental. fort, voilà, Oui, voilà. c'est ça. Bon, avant d'aller à la finalité de l'analyse, on va reprendre des Oui, choses oui, que tu as développées dans le bien sûr. livre, Oui, sur la question de l'addiction du joueur. oui. Oui, Enfin, oui, le joueur, parce qu'en français, il n'y a qu'un mot. Le oui, gambler, oui, pas le player. oui. Alors, le gambler, c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pour décrire la sémiologie, si on peut dire, lacanienne, l'objet, le sujet, le grand hôte, bah, il n'y a pas mieux que le joueur. Il n'y a pas Mhm. mieux que le gambler. Parce que il porte à incandescence ces différents paramètres. Et j'explique, enfin, il y a Tout toute à fait, une oui, oui. partie pour montrer comment le joueur cherche en fait à concrétiser du sujet, Mhm. il n'y arrivera pas. Oui. Bon. Il Parce- cherche d'ailleurs aussi à concrétiser de l'objet, il n'y arrivera pas Ah, plus. Et en fait, mais quand on s'intéresse à ces mouvements entre sujet, objet et grand hôte, eh bien, il y a une forme d'exacerbation chez le Gleimler, c'est sûr. mhm. Il y a aussi une petite hypothèse que peut-être, pour autant que le Gambler vienne en analyse, c'est pas Oui, gagné. est-ce que tu en as eu, toi, parce J'ai que... eu, oui, Ah oui, j'ai eu nous, on n'en a pas beaucoup. deux Oui, oui, personnes, oui, oui. Mais la question est que est-ce qu'il reste? et Alors, oui, moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il puisse, en quelque sorte, ressentir lorsque se déclenche la pulsion de mort. Parce que je pense quand même qu'on peut peut-être, dans certaines circonstances, on peut peut-être se rendre compte que là, si on fait ce pas de plus, c'est la répétition. oui, Bon, et sentir que, bon, mais il faut aussi que le sujet soit prêt à, en quelque sorte, déplacer tout à fait. cette forme de jouissance quand même, Mhm. de répétition, il faut qu'il soit prêt à la déplacer. Bon. Mais ce n'est pas impossible. Oui. Voilà, c'est pas impossible Mhm, que mhm. l'analyse soit quand même le lieu assez unique. Et si l'hypothèse de Freud sur la pulsion de mort est validée, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui n'y croient pas, hein, encore aujourd'hui, eh bien, si cette hypothèse de la pulsion de mort est validée, qui est quand même une forme, et ça, il y a tout un chapitre sur cette déconstruction à l'œuvre constamment. Mais ce qui m'a vraiment retenu, c'est que lorsque on lit dans l'ouvrage qui s'appelle La Selbstdarstellung, Freud présenté par lui-même, lorsqu'on lit qu'il faut qu'il y ait une action synergique et antagoniste, entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Mhm. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on ne supprime pas la pulsion de mort. Et il n'y a pas qu'une qui gagne sur l'autre, c'est comprendre que c'est synergique et antagoniste. Mhm. Bon. Et cette phrase, moi, je trouve, elle est lumineuse parce que on peut dire la même chose du hasard. Mhm. Le hasard qu'il y a et le hasard qu'il n'y a pas, c'est synergique et antagoniste. Mhm. Voilà. Et moi, je trouve que Freud a beaucoup de ces formules, disons, qui créent une sorte de théorie complexe. Enfin, c'est une théorie complexe au sens où il ne néglige pas la complexité, il l'affronte. Synergie et antagonisme, c'est pas fréquent. Bah, si elle l'est pour la pulsion de vie et pulsion de mort, et là, il est très clair, hein. Et pour le hasard, je dirais la même chose. Mhm. La question d'une dualité. Une dualité, mais avec ces deux qualités, Oui. de la synergie et de Mhm. l'antagonisme. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que, d'abord, une analyse, c'est forcément, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Et comme tu l'as cité à l'instant,
Pourquoi c'est beaucoup de temps? Parce qu'il faut rapatrier la causalité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent comme tout le monde, et c'est la faute de l'autre, c'est des systèmes projectifs qui sont constamment mis en œuvre. Hein, Que l'on voit en bon, politique aussi. et que l'on voit alors totalement en politique. Bon, c'est la phrase de Freud, j'ai réussi là où le paranoïaque échoue. C'est ça, et ce que notre collègue aujourd'hui au Liban, Chaoué Azouri, avait développé. Mais c'est fondamental parce que cette discipline de l'analyse qui rapatrie la causalité sans la nommer, parce que finalement, au total, ça c'est Lacan, la causalité est chez nous, mais est-ce qu'on a le fin mot? Non. C'est un vide. Il y a toujours un insu. Voilà, c'est un vide. Bon. Et c'est ça qui est, et de tolérer qu'on ne soit pas dans l'objectivation de cette causalité, voilà, ça c'est génial. En fait, c'est inclus lorsque Freud dit à Fliss, je ne crois plus à ma neurotica, j'abandonne. En fait, donc, il abandonne l'objectivation de la cause, puisque ça n'est plus seulement, parce que c'est partiel, hein, pas seulement les pères qui sont coupables, ils ne le retrouvent pas toujours, donc on rentre dans quelque chose qu'on ne voit plus. Ça n'est plus visible, mais ça n'est plus evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine par les preuves. Là, il n'y a pas de preuves. C'est le fantasme, c'est l'invention du fantasme. Bon. Mais quand même, c'est assez audacieux d'aller jusqu'à là. Et donc, toute la psychanalyse, et pour ça qu'elle est tellement controversée, ça se fonde sans preuve. Voilà. Et donc, on rapatrie la cause. À la fin des fins, il n'y a pas d'énonciation concrète de cette cause, il y a un vide, et le tout s'est déroulé sans que l'on ait une preuve à apporter. Alors, c'est ça qui est génial, mais c'est évident que ça ne peut que susciter des polémiques, des controverses, des gens qui sont contre. Des résistances. Passionnelles, hein. Oui, oui. Voilà. Et on est en plein là-dedans aujourd'hui quand même. Oui, l'analyse avance et on la reconnaît dans ses effets, je dirais, une fin d'analyse. Et j'ai beaucoup apprécié que tu insistes sur la question d'ouverture. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai travaillé sur Lacan et la Chine. Voilà. Et Lacan, dans son premier séminaire, en 18 novembre 1953, il ouvre son premier séminaire avec un extrait du bouddhisme Chan, où il amène que le bouddhisme Chan, comme la psychanalyse, c'est-à-dire dans cette fonction d'accueil, le Chan remue un peu, je dirais, le sujet qui vient par une boutade ou un coup qui éveille le sujet, voilà, en ouvrant à la question du non-être et de l'inconscient. Très bien. Voilà. Et aussi cette question d'ouverture et d'acceptation du vide. Voilà. Vide aussi qui est central dans la pensée chinoise. Voilà, Alors, c'est ça, moi je t'interrogerai, à la limite. Est-ce que c'est le même vide? Parce qu'il y a en effet un vide dans la pensée chinoise. J'ai parcouru ton livre, hein, c'est très bien. Est-ce que c'est le même dans la psychanalyse? C'est une question que peut-être tu pourrais Moi, je le m'éclairer. rapproche parce que le vide, chez les taoïstes, ils parlent du vide médian. Voilà, d'un vide médian. Chez les confucéens, cela va être situé du côté d'un juste milieu. Et je dirais que cette notion de juste milieu, moi, je la raccorde à la question de la jouissance tempérée, une fois les mutations de jouissance obtenues. En tout cas, c'est très intéressant de comparer les deux démarches. Oui, oui. Et j'ai beaucoup apprécié aussi parce que tout ce travail de l'ouvert, tu termines aussi sur cette notion d'Erweiterung qui m'est chère aussi dans mes travaux. Ah oui. Voilà, d'élargissement, d'unité toujours de plus en plus grande. Et je crois que Freud disait que la spatialité est la véritable étendue.
Bien sûr, bien de sûr. l'inconscient, oui. La psyché est étendue, n'en Oui, sait rien. Ça, c'est la phrase terminale de 38 ou 39. oui. Il dit cette phrase qui m'a beaucoup servi, justement. Psyché est étendue, n'en sait rien. Donc, il y a une conquête à venir. On Ouais. pourrait dire qu'il y a potentiellement une conquête à la fois spatiale et langagière, évidemment. Uh-huh. Euh, et ça ouvre à des espaces, c'est assez passionnant d'imaginer que dans le fond, nous sommes animés par beaucoup de choses que nous ignorons, mais c'est ouvert, l'avenir est Tout est de ouvert. l'ouvert, oui. Oui. Alors, tout à l'heure, juste je reviens en arrière, mais très Oui, rapidement, parce que dans les causalités, je voulais citer la dernière des causalités qui est la néothénie. oui. Car on en parle peu, mais quand même, l'être humain fait partie des espèces, si on peut dire, des mammifères qui grandissent le plus lentement. Et nous avons besoin, mais ça on le sait psychiquement, très longtemps de l'appui et du support de l'autre. Bon. Notre maturité, d'ailleurs si un jour elle advient, elle est elle aussi, disons, laissée voilà, à cette condition, on pourrait dire, de l'être humain dont la maturité arrive très tardivement. Bon, c'est ce qu'on appelle la néothénie. Moi, j'ai fait l'hypothèse que la pulsion de mort, justement, elle retarde la maturation. Mhm. Elle Tout à tire fait. en arrière. Mhm. Elle vous laisse dans une forme d'enfance, enfin. Et voilà. Et donc, cette synergie et cet antagonisme, on peut le retrouver dans cette notion de néothénie. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas l'essentiel, mais je voulais pas oublier que chez Freud, qui est toujours extrêmement, incroyablement honnête et il est scrupuleusement dans la vérité scientifique. C'est bon. Donc il les a citées, toutes ces causalités, mais ce qui fonde la psychanalyse, c'est l'inconscient, c'est la causalité inconsciente. Et si un individu qui vient nous voir, homme ou femme bien sûr, n'a pas l'expérience de l'inconscient, c'est encore pas une analyse. Il faut qu'il la rencontre. Il faut la mener à cette. Alors, Ah oui. faut-il la mener? Ah, Moi, je dis non. Je dis oui. il faut le laisser faire son expérience. Bon, évidemment, on accompagne, mais il faut le laisser faire parce que c'est ça qui est, je trouve, essentiel, c'est que il le rencontre. La personne va rencontrer des effets Mhm. inconscients. Et si on force trop à le vouloir, Oui, non, tout à fait, tout à fait. on Oui, n'y arrivera tout à pas fait. de la même façon. Tout à fait. Bon. Mais d'ailleurs, quelquefois, dès le premier entretien, Ah oui, certains bien patients, dès sûr. le premier entretien, je dirais, de comprendre que l'autre en face peut l'entendre, Voilà. l'inconscient s'ouvre. Ah oui. Et ils reviennent avec un rêve programme à la deuxième séance. Et voilà. Voilà. Et voilà. Et c'est ça. C'est ce que je trouve tout à fait éclairant quand Freud, puisque je le cite à la fin, dit à Fliss, qui par ailleurs n'y comprend rien, il lui dit, mais ce que je découvre, c'est tout fou. C'est un émerveillement. Ganz toll en allemand. C'est ganz toll. Et alors là, mon fils ne comprend pas, mais peut-être on n'a pas la réponse de Fliss, et on n'en sait rien, mais c'est ça qui est cette merveille de l'inconscient au sens d'une réjouissance quand même. On pourrait dire de quelque chose qui n'est pas forcément dans la solennité. Je trouve que nos collègues sont souvent trop dans la Tout à solennité. fait. Bon. Alors que Freud, lui, était plutôt dans l'effervescence psychique. Tout à fait. Il n'était pas maniaque, mais à la limite, il y avait une pointe de manie Ah, chez lui. et est-ce qu'on pourrait y introduire la dimension de ludique, je dirais, je pense aux cléniens et dans le travail des cléniens avec les enfants, et cette dimension de jeu aussi dans, dans le travail. Il y a 10 jours, là, j'étais au colloque de Joseph Roussel, Oui. et il y a un de nos confrères, Arthur Marie, qui a fait un travail sur l'utilisation, lui, d'un jeu chinois, du jeu de Go, dans ses séances avec des psychotiques. Eh bien, c'était tout à fait intéressant. Ah, mais très bien, ça. Voilà. Et
Alors peut-être je dévie un peu trop tôt sur Non, la non, Chine, mais bon, moi, il y avait c'est- quelque chose que oui, j'avais envie de te poser par rapport au livre chinois sur les Vikings. Connais-tu ce oui, bien sûr. livre? Oui, Bah, oui, voilà. oui. Donc c'est un livre sur le hasard J'ai beaucoup externe. pratiqué le hiking, oui, D'accord, bien sûr, d'accord. oui. Et est-ce que ce hasard externe Oui, peut amener la personne à se questionner sur un hasard, sur son intérieur, un hasard bah, qui si, n'existe pas? c'est un Oui, jeu oui. qui conduit à de l'association. Et tout à fait. Je trouve aussi, voilà, c'est pour ça que je trouvais C'est tout très à fait intéressant. intéressant. Mais attention, disons, à l'empire des signes. Et oui, Parce que tout à le fait. problème Oui. que Lacan nous a quand même pas mal, disons, il a fait la différence, et très souvent avec beaucoup de fermeté, enfin, entre signe et signifiant. Le signe, c'est ce qui représente quelque chose pour quelqu'un. Bon, c'est un signe. Mais ça ne fait pas encore une logique signifiante où le Mhm, sujet se révèle parce qu'un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Et là, le sujet s'en déduit. mhm, Mais un sujet ne se déduit pas des signes. mhm. Nul Tout à fait, sujet. tout à fait, oui. Bon. Donc, tant qu'on est dans les signes, on n'est pas dans la question du sujet. Et c'est ce qui fait une différence essentielle. Mhm, mhm, Et bon, par exemple, je dis dans le livre, parce que Freud le dit, qu'il y a une jeune universitaire qui n'arrive pas à terminer son travail et elle cale. Et, et alors lui vient une réminiscence que lorsqu'elle était bébé, enfant même, bon, on lui disait, mais il faut que tu fasses, parce qu'on la mettait sur le pot, comme tous les enfants, et il faut que tu fasses. Et oui, mais il faut que tu fasses. Il y avait mhm. une équivoque. Et oui, Et c'est revenu à l'âge adulte, il fallait qu'elle fasse, mais elle ne faisait pas, justement, parce que cette enfance, disons, l'injonction. sous injonction constante, Mhm, bon, avait produit une forme de refoulement. mhm, Bon. Donc, en fait, ça, c'est du signifiant. Parce qu'on peut dire à ce moment-là que faire dans la situation de l'enfant représente le sujet pour un autre faire dans l'accomplissement des études. mhm, Bon. Là, il y a du signifiant. Le signifiant renvoie à un autre signifiant. mhm, Il faut que ça soit, disons, dans cette logique-là que émerge le sujet. Puisque le sujet, en fait, on ne le concrétise pas, sauf que le joueur, dans sa débilité, il veut le concrétiser. C'est idiot. mhm, Il n'y arrivera jamais. Et alors que le sujet se délègue, mhm. il ne peut que se déléguer. Et oui. Mais peut-être que le joueur, il tente de le constituer comme ça, parce que tu dis très justement qu'il porte les valises de son passé sans les défaire. Oui, Et donc, oui. J'ai il écrit tente. ça, moi. Oui, oui, Hein, oui, j'ai c'est pas trouvé ça mal. très joli. Ouais, c'est vrai. Oui, Ce joueur donc ouais. qui reconstruit, enfin, qui érige un grand autre et un grand Oui, autre non manquant, voilà, hein, et qu'il érige en place de sujet supposé savoir. voilà. Voilà. Mais tout ça pour, tu dis comme cataplasme, dans l'évitement du travail psychique. Ça, c'est ça. Voilà. Et dans cette érection d'un grand autre, je dirais, est-ce que... Ah oui, c'est très joli aussi. Tu dis, il cherche à rattraper le temps du hasard avant qu'il devienne destin. Oui, et oui, et c'est ça qui est d'ailleurs, en ce sens, il peut en effet avoir, il y a beaucoup d'intérêt à étudier ce mouvement puisque l'analyse lutte contre le destin. Mhm. Tout à fait. Enfin, essaye de lutter contre le destin. Après, je vais donner un exemple aussi. Mais Oui. effectivement, le joueur, il- effectivement, dans le fait d'être dans l'incertitude du résultat, par exemple, évidemment, ce qui est emblématique, c'est la roulette. Donc la bille tourne et elle va à un moment donné trouver un chiffre. Bon. Mais justement, ce mouvement où, en quelque sorte, le destin ne s'est pas accompli, puisque dès lors que le chiffre sort, le destin est en quelque sorte scellé. Mhm. Bon. Et sa perte, généralement, aussi. Donc, mais il cherche justement à retenir le temps du destin, puisque si ça venait dans son sens, Mhm.
il serait en quelque sorte presque sauvé, Mhm. délivré. Bon. Mais il ne le sait que trop, Mhm. que en fait, cette vie ne peut que trouver du destin. Mhm. Et donc, c'est pas cette démarche qui est Oui. analytique. Bon, ça, on l'aurait Et oui, deviné. oui, oui. Et oui. Tu parles de tentative de maîtrise. Voilà. Oui, il y a ça. Oui. Et il y a surtout que je dis que c'est un faux transfert. Parce qu'il délègue aux signes, justement, on en revient aux signes, Mhm. un savoir qu'ils n'ont pas. Mhm. Et il croit en quelque sorte à la délivrance par les signes. Et c'est une sorte de transfert, comme si les signes avaient un savoir sur son existence, alors qu'ils ne lui disent rien du tout, Mhm. et ça peut durer des années, Et oui. et sa perte est consommée. Oui. Et est-ce que cette quête ne serait pas prise dans une volonté d'ignorer cette emprise captivante de l'autre maternel? Oui, bah, évidemment, et, Oui, enfin en tout cas de l'autre, de quel que soit l'autre. l'autre, Oui, il y a une tentative, certainement, oui, d'échapper à l'autre, oui. pourquoi pas Et maternel. en ce sens, est-ce qu'il aurait une fonction fétiche? Oui, on pourrait dire tout à fait qu'il y a une forme de fétichisme dans l'assignation, disons, ou plutôt la confiance, outre-confiance faite au hasard des signes à délivrer du sens, alors qu'il Mhm. n'y en a aucun. Mhm. C'est peine perdue. Mhm. Mhm. Mais ça dure longtemps parce que ça dure jusqu'à... Enfin, en général, les joueurs, je pense que ça dure jusqu'à ce qu'ils aient tout perdu. Et voilà. Et après, ils veulent, comme ils disent, ils veulent se refaire. Mhm. Mais se refaire, c'est se refaire un imaginaire. Mhm. Donc là encore, c'est une impasse. Mhm. Mhm. Et ils veulent refaire de l'imaginaire. Oui, Mhm. peut-être, mais c'est simplement un imaginaire de confiance, Mhm. parce que cet imaginaire, c'est aussi un narcissisme restauré. Quand quelqu'un a totalement tout perdu, il est quand même narcissiquement atteint Mhm. aussi. Mhm. Bon. Puisqu'en fait, Lacan dit aussi quelque chose d'intéressant sur le fait que on peut attendre de l'autre un regard qui, en quelque sorte, euh, valide la personne. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est dans l'identification. Oui. C'est-à-dire, on cherche le regard qui vous permet de continuer. Mhm. Bon. Le joueur, lui, il va chercher dans le résultat d'une fois quel que soit le chiffre, le chiffre qu'il a misé et sur lequel il croit. Quand ça sort, ben, ça l'emplit de bonheur, Mhm. c'est certain. Sauf que la prochaine fois, eh ben, il va perdre. Bon, Mhm. parce Mhm. que voilà, il fait trop confiance aux signes et ça ne donne rien. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait le relier, ça me fait associer, moi, à un adolescent, sur les addictions aux jeux vidéo. Oui. Alors, c'est aussi une addiction. Bon, Oui, donc, il y a de la répétition, oui. il y a la pulsion de mort, certainement. C'est pas la même chose. Les jeux vidéo, souvent, conduisent les gens à rester chez eux. Mhm. Et il y a un syndrome, d'ailleurs, qui a été Oui, décrit, le le hikikomori. hikikomori. Oui. Et ben, c'est ça, hein, ça, Mhm. c'est vraiment, il se coupe du monde. Ce coupe du Bon. monde. Moi, j'avais un jeune adolescent comme ça de 17 ans. Il passait ses nuits à jouer tout seul, effectivement en ligne. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui lui procurait le plus de plaisir. Il me disait que c'était d'appuyer sur le bouton, comme ça, Oui, frénétiquement. Et puis chaque fois, ça enclenchait des débits sur la carte bleue de sa mère. oui, alors ça, Oui. c'est intéressant. Eh oui, venir ruiner sa mère, bon, oui, mais Oui, c'est très des éloquent, choses à c'est travailler. très Mais éloquent. effectivement, c'est des questions des addictions aux jeux du numérique. Euh, Ça a été déclaré maladie par l'OMS en 2018 Ouais, et il y a 2,5 milliards d'individus au monde ouais. qui jouent. Oui, 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 c'est assez énorme. oui. Oui, mais Oui. bon, alors, il faut être nous-mêmes critiques vis-à-vis de nous. À quoi jouons-nous, nous? Mhm. Non, mais voilà, je pose la question parce que
cette tendance au jeu, c'est vrai, c'est quand même Gambler, c'est autre chose, c'est très excessif. Les jeux vidéo ou autre, tout autre, mais qui, en quelque sorte, engagent de la répétition. Donc, je dis aussi pour les analystes et pour les pauvres humains que nous sommes, quelle répétition nous mettons en acte tous les jours, constamment. Ça peut être le café qu'on va prendre répétitivement au coin de la rue, mais ça peut être mille choses comme ça. Et ce qui est intéressant avec Freud et le hasard, c'est que ça conduit à supporter l'inattendu et même à le rechercher. Tout à fait. Bon. Et l'inattendu, ça casse la répétition. Et en fait, c'est vers ça qu'une analyse doit tendre, au sens où, j'ai dit à un moment donné que la relation au hasard se modifie. C'est-à-dire que finalement, et Freud, pour ça, est assez génial, il ne s'est jamais affronté, bien qu'il jouait au tarot le vendredi soir. Ah oui. Mais quand même, il ne s'est jamais mis en tête de gagner contre les signes. C'est trop bête pour lui. Bon. Néanmoins, je pense que ce qui fait que l'analyse apporte vraiment du nouveau, c'est cet événement de l'inattendu et qui n'est pas forcément un grand événement, qui est une disposition psychique à accueillir l'autre d'une façon générale. Et tu en fais une des conditions de la fin d'analyse. Et je fais une des conditions de la fin de l'analyse. Très, très important. Voilà. Et en fait, ça commence, mais je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, ça commence avec le Nebenmensch, c'est-à-dire le nourrisson. À la fois, il pourrait être paniqué, avec tout d'un coup, il y en a un qui s'intéresse à lui, le Nebenmensch. Un qui est peut-être qui est peut-être sa mère. Bon. Tout d'un coup, voilà. Mais ce temps-là, il faut le soigner, parce que, c'est évidemment, si une mère n'est pas dans l'éveil de l'enfant, si en quelque sorte la rencontre se passe mal, et ça peut très mal se passer, il y a des tas de raisons pour qu'une mère soit déprimée, que les choses ne soient pas dans une rencontre qui favorise l'accueil de l'inattendu. Mais il est déjà là. Et les choses peuvent tourner mal très vite, parce que depuis le début, il n'y a pas eu l'accueil qu'on peut supposer de ce fameux Nebenmensch. L'importance de l'accueil. L'importance, très, 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 très importante. Donc, ça nous permet quand même, je trouve, bon, pour l'analyse, oui, il y a cet accueil de l'inattendu en fin de course, si on peut dire, mais il y a aussi le fait que la jouissance se resexualise, parce que, quand même, moi je trouve qu'une analyse, les gens qui l'ont pratiquée suffisamment longtemps, ils perdent la jouissance de la plainte. Il n'y a plus de plainte. Oui. Ils se plaint pas. Il disparaît au bout de Ils peuvent faire de la politique, ils peuvent faire se battre avec ses voisins, je ne sais pas moi. Mais ils ne se plaignent plus. Parce que cette jouissance de la plainte, elle a disparu. Et alors où elle est? Et donc, elle a été réorientée, à mon sens, je crois que c'est comme ça que les patients, finalement, se réorientent vers du sexuel. Alors, quelle que soit la modalité du sexuel, hein, c'est pas... Mais quand même, c'est quelque chose d'essentiel, disons. Le réaménagement de la libido. Oui, de la libido et des modalités de jouissance. C'est-à-dire que la plainte ne prend plus. Et donc, il y a quelque chose qui s'est réorienté ailleurs. Ça ne veut pas dire, parce que bon, on est avec Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, tatati, tatata, ça on connaît. Mais on connaît qu'il y a une impasse. Ce n'est pas parce qu'il y a une impasse qu'il faut aussi renoncer. Il y a quelque chose qui... À l'inattendu de la rencontre. Voilà. Et oui. Et puis même, ça peut être, je trouve qu'il y a des beaux tableaux, bon,
ça peut être une sublimation, mais c'est quand même du sexuel, qui est honoré, si on peut dire. Bon. Alors, chacun fait comme De il l'éros, veut. de la C'est pulsion de de l'éros, vie. c'est la Oui, pulsion de vie. oui. Qui doit triompher. C'est d'ailleurs la fin de Malaise dans la civilisation. La dernière phrase du livre de Freud dit qu'il espère que les pulsions de vie prendront le pas sur les pulsions de mort. Eh bien, pareil pour le hasard, on pourrait dire qu'il espère que, enfin, on pourrait dire, enfin, c'est moi qui le dis, que en fait, le hasard qu'il n'y a pas soit une impulsion dans le questionnement. Donc c'est créatif, et non pas du côté du sens. Ça, on est d'accord que c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. Il faut aller du côté du créatif. Et c'est ce que l'expérience de l'inconscient doit amener. Voilà. Et oui, tu développes sur le positionnement aussi de l'analyste. Oui. Oui, dans sa fonction de gond. Oui, entre les deux. Deux logiques. Voilà. Dans cette acceptation aussi, cet accueil, sa disponibilité dans une vacance intérieure. Oui, alors là, tu retrouves Mencius, je pense. Voilà, donc ça a été un régal pour moi. Voilà, son hospitalité de principe. Mais il est venu une association sur sa capacité de tout entendre. Est-ce que tous les analystes peuvent tout entendre? Je dis ça parce que le Kénien James Gamil, dans son ouvrage sur la position dépressive au service de la vie, il avait développé une hypothèse de contre-écoute de la part de certains analystes quand ce qu'ils entendent peut réveiller trop d'angoisse intérieure. Il avait nommé ça le misunderstanding. Voilà. Cela peut s'entendre quelquefois. Parce que moi, les patients, j'ai entendu quelquefois. Je trouve aussi, oui, c'est très intéressant quand tu dis que chez l'analyste, la pulsion de mort a laissé une empreinte, un signal de sa propre traversée de Thanatos. Alors, c'est parce que Freud, dans une lettre à Lou Andrea Salomé, lui dit, mais moi, Freud, ce à quoi je crois, c'est à séparer et à organiser. Et oui. Sinon, parce que la fin de la phrase est fondamentale, tout retombe dans la bouillie originelle. Et cet arrachement, disons, du travail, cet arrachement pour que ça ne retombe pas dans la bouillie originaire, pour moi, c'est assez voisin, bien sûr, de La Land, mais en même temps de la perception d'une jouissance. Parce que si ça retombait dans la bouillie originaire, c'est une forme de jouissance. Donc ça, par exemple, les glossolalies de Artaud. Artaud va... D'ailleurs, c'est très jouissif, hein, les glossolalies. Parce que lui, sa mère était italo-grecque. Alors, il avait des noms, des mots qui étaient du franco-italo-grec. Bon. Et ça le faisait jouir de trouver des mots dont la consonance, alors qu'il ne connaissait pas la langue. Bon. Et c'est une forme de bouillie originaire. Et je pense quand même que l'analyse, tout à l'heure je disais, je pense que l'analyse amène aux confins de cette jouissance, de cette bouillie originaire, des soubassements du langage, des soubassements. Bon. Et si tu perçois ça, tu sais que d'une certaine façon, c'est une limite qu'il faudrait ne pas dépasser. Il ne faut pas se laisser aller à... Eh bien justement, s'il ne faut pas se laisser aller, on a déjà une sorte de signal sur l'enclenchement de la pulsion de mort. Parce que la pulsion de mort, c'est sûr qu'elle va aller de ce côté-là. Elle va aller vers les glossolalies, elle va aller vers la jouissance de la bouillie originaire. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand Lacan parle de la langue, il en fait un potentiel, parce qu'il n'en fait pas quelque chose dont il faut se séparer forcément. Il a plutôt tendance à valoriser.
la langue en disant, mais c'est ça les sous-bassements qui, en fin de compte, vont devenir potentiellement de la langue parlée et de la langue même très différenciée, enfin avec des qualités qui sont le génie, on pourrait dire, de la langue. Bon. Mais Freud, lui, il craint de retomber dans la bouillie originaire. Donc, alors que l'un en fait un espace créatif, l'autre en fait un espace plutôt du côté de la pulsion de mort. Et oui, d'accord. Donc, c'est ça. Et quand on perçoit ça, je pense que dans certaines analyses, on y arrive. Oui. Eh bien, c'est gagné. On a gagné quelque chose. On a gagné quelque chose. Oui, ça, on le sent tout à fait. Voilà. Moi, je l'ai senti récemment avec une jeune patiente qui était dans une destructivité intense, qui avait eu un père schizophrène et une mère d'une extrême violence. Voilà. Et elle vient de saisir ce moment-là, et c'est un moment où, vraiment qui nous redonne foi dans notre métier, je dirais. De quoi l'analyse dispose-t-il dans sa façon de faire? Tout à fait. Bon. Et à un moment donné, j'évoque l'idée qu'il y a des signifiants en quelque sorte incrustés. Oui, à désincruster. Il faut les désincruster et les banaliser. Oui, ça c'est Parce important. que de retrouver du banal n'est pas une mauvaise chose. Parce que sinon, on va laisser en l'état, disons, à l'état d'élection. Ce sont des mots qui appartiennent à une mère, qui ont en quelque sorte, qui ont été transmis à l'insu ou au su, d'ailleurs, partiellement du sujet, qui en fait des mots en fait assez représentatifs de ce qu'il est, et donc, et là, il faut les débusquer parce que ces mots sont porteurs aussi de répétition et sont porteurs d'une charge symptomatique. Donc, il faut arriver à les recycler dans la chaîne signifiante. Et si on les recycle dans la chaîne signifiante, ils vont se banaliser. Et c'est un des outils les plus importants, c'est un des outils les plus importants de l'analyse, d'arriver à ce travail-là. Tout à fait. Catherine Millot nous a offert un travail remarquable d'ailleurs par rapport en redécryptant, après avoir, dans son dernier livre, Un peu profond ruisseau, après avoir été atteinte du Covid, affronter le risque de sa propre mort et prise en charge sa mère mourante, elle a recompris un signifiant déterminant de sa vie, qui est qu'au moment de sa naissance, l'obstétricien avait dit qu'elle allait mourir. Oui, voilà. Alors, elle nous a apporté un éclairage remarquable et une transmission. Tu auras remarqué dans une lecture encore plus poussée qu'il y a une patiente dont je parle et qui a entendu, étant enfant, qu'elle avait des plaques rouges sur tout le corps. Bon, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais sa mère lui a incrusté, c'est le cas de dire, le mot plaque. Et lorsqu'elle est venue me voir, c'était dans la crainte d'avoir une sclérose en plaques. Ah oui. Donc, elle avait eu une paralysie faciale transitoire. Les médecins qu'elle avait vus, mais c'est peut-être une sclérose en plaques. Les médecins parlent toujours trop. Mais c'était plausible. Bon. Et alors, elle est arrivée avec le mot plaque, qui était là depuis des années. Et plaqué. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais n'empêche que, en levant le refoulement, n'oublions pas que le refoulement, c'est la définition, c'est un défaut de traduction. C'est ce que Freud dit. Donc, si on lève le refoulement, on traduit. Et oui. Donc, si on traduit là, ce que c'est que ces plaques, on retrouve la parole de sa mère. Et on permet à l'analysant de traduire ce que tu dis, par la grâce du transfert. C'est très, très beau. Et c'est vraiment, ça fait partie des mots incrustés, des mots qui n'ont pas été traduits. Parce que le mot traduction, j'y reviens juste un instant, il est cité 3 fois par Freud dans la fameuse lettre 52, qui depuis la nouvelle publication n'est plus 52, je ne sais plus combien, mais on la retrouve, la lettre 52, et il dit que l'infance traduit, c'est les mots de Freud,
dans l'ambiance qui est la sienne, chercher ce qui se dit autour de lui, et bien il traduit. Donc la traduction est un concept que moi je trouve très important, qui n'est pas tout à fait, comment dire, lever des résistances ou lever le refoulement. C'est encore autre chose, c'est un travail de plus qui est la traduction. C'est la traduction d'une langue dans l'autre, Oui. jusqu'à la langue de l'inconscient. Exactement. Oui. Et Walter Benjamin disait traduire, c'est trouver le point de convergence. Ah ben alors là, tu prêches un convaincu. Moi, j'ai beaucoup écrit sur Benjamin. Ah oui, d'accord. Parce que c'est son texte sur la tâche du traducteur. Et voilà, qui est remarquable, oui. Oui. C'est un texte lumineux, oui. que tous les analystes devraient Et avoir lu et relu. Et en effet, ce texte est vraiment intéressant. Parce que d'abord, une traduction, c'est pas du tout de transmettre le sens des choses. C'est bien sûr. Mais si on s'en tient à communiquer ce qu'a voulu, c'est un peu comme Lacan. Donc, il condamne complètement la traduction qui veut donner le sens. Bon. Lui, il dit que la traduction, elle ajoute une forme de poésie qui appartient au traducteur. L'exemple typique, enfin, pas typique, mais il est emblématique, c'est Hölderlin. Hölderlin était un très grand traducteur des écrivains grecs anciens, de Sophocle en particulier. Bon. Donc, il lisait en grec et il traduisait en allemand. Mais il y a une phrase de Walter Benjamin qui dit que c'est tellement bien traduit, harmonieusement traduit, dans une forme vraiment achevée de l'investissement du traducteur dans la langue, que c'est comme le moindre bruit qu'on entend du vent qui traverse un violoncelle. Non, mais je ne sais pas si vous voyez le raffinement, disons. Oui. Bon, parce que ça pour Walter Benjamin, c'est une traduction réussie. Mais enfin, il n'y en a qu'une, c'est celle de Hölderlin. Il n'y a que lui qui est capable de faire des choses aussi harmonieuses. Mais quand on y réfléchit bien, ça, c'est aussi la syntonie. Par exemple, dans le travail avec des patients psychotiques, il faut arriver à les amener à la syntonie, c'est-à-dire à être avec l'autre, à être dans une ambiance sans discordance, sans ambivalence, sans réticence. Tout ça qui serait une très mauvaise traduction. Tandis que là, si on arrive à ce qu'il soit, comme disaient les anciens, parce qu'il ne faut jamais abandonner la clinique ancienne, hein, si on arrive à ce qu'il soit syntone, c'est-à-dire qu'on a modifié la relation et le lien social, on les a guéris. Bon. Donc, cette idée de la traduction la plus appréciable, disons, au sens presque sublimatoire, enfin, eh ben, on peut utiliser cette notion pour travailler le lien social avec des patients psychotiques. Parce qu'on peut aboutir à la syntonie. Et c'est génial, parce que franchement, un patient qui n'est pas syntone, d'abord il souffre, il est dans un retranchement, il est dans une maladresse, il ne fait pas bouger ses mains comme je le fais maintenant. C'est-à-dire, il ne peut pas, en quelque sorte, habiter la langue. Voilà, habiter vraiment la langue. Quand on arrive à ça avec un patient psychotique, on a gagné. C'est gagné. Très beau, merci. Oui, ça, c'est sûr. Donc, tout ça pour renvoyer à cette notion de traduction. Et je donne l'exemple aussi de Lacan qui a cherché des années, quand il lisait les textes de Saint-Augustin qui, devant son frère, au sein de sa mère, et dans la jouissance en quelque sorte, il a cherché, alors il a dit l'invidia, il a dit la jalousie, mais il a fini par la jalouissance. Ah oui.
Et la jalouissance, il a fallu qu'il fasse un néologisme et invente un mot pour traduire ce que il éprouvait, le Saint-Augustin, mais je pense que Lacan pareil, et Lacan c'est Saint-Augustin là. Hein, Ah oui, tout à bon, fait identifié. et donc, mais c'est bien qu'il parle de lui, on en redemande, mais voilà. Lacan qui n'a pas hésité à s'affronter dans la traduction des textes classiques chinois, Non, c'est vrai. hein, Oui, accompagné de François Chang, de la oui, poésie Tang et bien du sûr. Shetao. Oui. Ben voilà, on te retrouve. Un Lacan éminemment créatif, curieux, ouvert. Oui, Hein, ça va. oui, oui. Mais c'est ça. Mais parfois, donc, là, on est tombé sur de l'intraduisible. Et oui. Parce que finalement, il n'a pas réussi à traduire. Il y a de l'intraduisible. Donc, de l'intraduisible au réel, on peut dire qu'il y a une passerelle possible. Et cette rencontre du réel est aussi une des, enfin, sans doute, ce qui doit, enfin, pas caractériser, mais doit se rencontrer dans une analyse. Tout à fait. Il faut à la fois rencontrer le réel de Lacan et rencontrer l'inventivité de l'inconscient de Freud. Et donc, on a, puisque l'analyste est à la fois l'objet et l'autre, et le grand autre, il est dans les deux positions, ben on a avec le réel et l'inconscient, c'est ça qu'on attend. Là, on peut dire qu'il y a de l'analyse. Il y a eu de l'analyse. Oui. Qui permet au sujet de pouvoir favoriser le décidable quant à son désir. Exactement. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Plusieurs questions, mais une question préliminaire sur l'origine du bouquin. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez entendu cette phrase de Freud un peu différemment et qui a commencé à brûler le travail? Bah, c'est exactement ça. C'est un jour, je l'ai relu et relu, et je me dis, mais c'est pas possible. Cette phrase, elle contient tout de l'analyse. Effectivement, c'est une lecture, relecture et déplacement dans l'entendement. On n'a pas le temps là, mais si on développait un peu, on dirait que si vous voulez, ce qu'il faut arriver à atteindre, si on y arrive, hein. Moi, je suis assez fasciné par le Quattrocento italien, c'est-à-dire la découverte de la perspective. Donc, quand les peintres italiens, Brunelleschi, pour dire son nom, inventent la perspective, que ça change tout, quoi. On passe du binaire, face à face, là, et puis tout d'un coup, on rentre dans le tableau. Ben, on peut dire que c'est ce qui m'est arrivé avec cette phrase. Je l'ai lue 40 000 fois. Ben, un jour, je me suis dit, mais non, mais cette phrase, elle contient beaucoup plus que ce qu'elle dit. Voilà. Et ça a fait que ça a tricoté des deux côtés. On change d'angle de vue. Ben oui. Ben oui. Et j'aimerais bien écrire un livre sur la perspective. Ah oui, oui. Parce que je trouve que le prochain. Oui, le prochain, si j'ai la force. Oui, changer de point de vue, c'est vraiment un acte psychanalytique. C'est un acte analytique. Et oui, c'est l'acte analytique. Oui, c'est exactement ça. Oui. Le fait d'avoir plongé dans cette question-là, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique et dans votre position d'analyste? Ou est-ce que ça a changé quelque chose? Notamment par rapport à la prise en charge des joueurs dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui. Non, bien sûr. Mais non, mais c'est le mot plongée qui est intéressant, parce que vous avez utilisé. Et je pense que l'analyste, quand il travaille, il plonge. Il faut qu'il soit vraiment presque entouré par la langue de l'autre. Il est dedans. Bon. Et donc, il entend parce qu'il a plongé. Bon. Qui suppose qu'il accepte de faire ce geste du corps, finalement. Là, je travaille, notre collègue disparu, Anne Dufourmentel, qui est, à certains égards, très intéressant. Et elle dit qu'entre le corps et le psychisme, c'est pareil.
il y a une sorte d'équivalence du corps et du psychisme. C'est assez juste. Mhm. Plutôt que de séparer le corps Non, toujours. oui, tout Non, à fait. non, Ouais. ça va ensemble. Bah, le plonger, ça dit ça. On plonge dans l'écoute, on peut dire aussi, ou dans l'entendement. Bon. Et on plonge, il y a du corps de l'analyste dans cette affaire. Hein, et sinon, c'est très distancié et ça ne donne rien. Oui, ça me fait associer à ce que vous écrivez à la fin du livre sur la période Covid, justement. Oui, alors, Et enfin, voilà, sur les Alors. séances au téléphone, tout ce que ça a aussi Oui. ouvert ou pas, cette période où le corps n'y était plus. Non, le corps n'était. Et on n'aimait pas trop, on l'a fait, bien sûr. Moi, je l'ai fait aussi, mais c'est c'est pas satisfaisant, les séances au téléphone. C'est pas Non, satisfaisant. même si des gens ont travaillé. Moi, j'ai Oui, on travaille. Oui, oui. Il manque du corps. Le vivant de la rencontre, Ouais, oui. dans la présence.